Kebola, bienvenue dans Vesta Podcast, le podcast dans lequel on parle de la vie sans filtre et sans en avoir les réponses. Aujourd'hui, je reçois Cécilia, chef de produit dans une maison de luxe. Pour des raisons de confidentialité, elle a décidé de ne pas se montrer. Et je crois que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de partir en bac pro. Des fois, certaines maisons, les directeurs artistiques, ils font refaire la collection en moins de 48 heures. Ça peut arriver. Moins de 48 heures. Travailler dans le luxe implique plein de sacrifices et on travaille beaucoup d'heures dans des conditions pas forcément idéales. L'équipe est restée 3 heures devant la porte à attendre que la personne ouvre la porte pour pouvoir l'essayer. Je crois qu'à minuit, l'équipe est rentrée et au final, sur le tapis rouge, elle n'a pas porté notre modèle. Arrête de mentir. C'était qui ? Mais non. Les copains, juste avant de continuer, je voulais vraiment vous parler de ceux qui m'ont permis de mener ce projet à bien. C'est Mumbo Studio. Ils sont situés au 83 rue de Cléry à Paris. C'est un studio de podcast composé de plusieurs décors différents. Casa, opéra, icône, cloud ou encore factory quand on est plus de 2. C'est vraiment trop bien, il y a tout le matériel nécessaire, les caméras, les lumières ou encore les micros. Il y a différentes formules selon vos envies, il y a un réel accompagnement. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas à vouloir se lancer et à pas forcément avoir le matériel, etc. Donc vraiment, ici, le but, c'est que tout est encadré. Vous avez moins 10% avec le code qui s'affiche pour votre première session. Avec ça, j'espère vraiment que vous allez y prendre goût et surtout que vous allez pouvoir parler de tous les thèmes dont vous avez envie. Bonne vidéo! Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Cécilia, j'ai 22 ans. Donc j'ai fait une alternance et après j'ai pu intégrer le milieu de la mode en tant qu'intérimaire, chef de produit VIP et projets spéciaux. Donc projets spéciaux, c'est tout ce qui peut comprendre des campagnes, des films, tout ce qui est autre que la collection, on va dire. Comment tu te présenterais aujourd'hui au-delà de ton métier ? Je dirais que je suis quelqu'un qui a toujours rêvé de travailler dans la mode et qui a pu accomplir ce rêve, qui s'en est donné les moyens et qui a encore beaucoup de rêves à accomplir, qui a beaucoup de projets, d'évolution que j'espère en perspective. Mais je suis déjà très contente d'être arrivée à ce niveau-là et à mon âge, on va dire. Du coup, tu as un parcours assez conséquent du haut de tes 22 ans. C'est quoi ton premier souvenir qui est lié à la mode ? Alors, on va dire que j'en ai 2 qui sont assez forts. Un qui m'a permis de rentrer dans la mode. Donc, du coup, j'ai eu un stage en BTS chez qui m'a permis donc de rentrer dans une maison de luxe. Ok. Et de voir tout l'envers de ce décor qui me faisait tant rêver. Et après, quand je suis arrivée à Paris aussi, j'ai pu assister avec toi, du coup, à un défilé de mode. Et là, ça a vraiment été un petit rêve de jeune fille de pouvoir assister en tant que moi, toute petite, voir un défilé de mes propres yeux, c'était quand même magnifique. Oui, parce que pour ceux qui vont peut-être se demander, du coup, Cécilia et moi, en fait, on a fait nos études ensemble. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, parce que moi, à la base, je faisais de la mode. Mais j'en suis complètement détachée. Et elle, par contre, elle a toujours continué. Du coup, voilà. Du coup, de ce que je comprends et de ce que je connais de toi, je sais que tu es une grande passionnée par la mode. Ouais. Pour expliquer un petit peu, c'est plutôt ce domaine qui est venu à toi ou c'est toi qui es allée vers ce domaine ? Je sais pas si c'est la mode qui m'a choisie, c'est moi qui l'ai choisie, mais c'est vrai que mon arrière-grand-mère travaillait dans la mode. Les arrière-grand-mères, c'est la petite couture, tout ça. Ouais. Mais j'ai quand même baigné dans ça assez jeune. Et depuis le collège, du coup, au collège, j'ai dit je veux faire mode. Et j'ai continué jusqu'à atteindre ce rêve-là. Donc, c'est moi qui l'ai choisi, mais j'ai quand même eu un petit peu d'avant-goût en étant petite. Ouais, t'avais quand même un peu d'hérédité familiale, on va dire. Du coup, en reprenant ce que tu viens de dire, est-ce que tu dirais que tu as toujours su que tu voulais travailler dans la mode ou c'était à la base qu'un loisir Je ne me voyais pas faire autre chose. Pour moi, c'était travailler dans la mode ou rien. On va dire que, comme certaines personnes, on va dire, on a cette volonté et après au collège, on nous dit non, mais partez en général, c'est plus sûr. N'allez pas en pro, vous allez baisser votre niveau, quoi que ce soit. Et je crois que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de partir en bac pro et de pouvoir continuer. Je confirme. Je confirme parce que franchement, tu as toujours été, jusqu'à ce qu'on arrive ici en tout cas, toujours été sûre de toi, mais dès le premier jour où on s'est rencontrés, quand on s'est mis à côté. Vraiment, c'était toujours la mode ou rien. Tu voulais rien savoir d'autre que la mode, quoi. Pour expliquer un peu aux jeunes qui se lancent dans la mode ou qui rêvent de se lancer dans la mode,
toi, t'expliquerais ton parcours comment plutôt linéaire ou rempli d'imprévus? Parce que la mode, c'est quand même déjà un milieu où c'est compliqué de rentrer. Donc, c'est comment toi, c'était assez simple quand même par rapport à tes études? Alors, simple, non, ça, c'est pas du tout le mot. C'était linéaire parce que j'avais cet objectif et j'ai tout fait pour y arriver. Donc, comme je suis quelqu'un d'assez psychorigide, je voyais que ça et je ne voyais rien d'autre. Donc, c'était linéaire. Je ne me suis jamais posé la question de est-ce que je vais faire mon BTS ailleurs? Est-ce que je vais faire mon master ailleurs? Non, je me suis dit c'est la mode et rien d'autre. Donc, bien sûr, il y a eu des difficultés et des moments où je me disais mais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Mais c'était linéaire parce que Ouais, t'étais tellement j'ai acharnée vu que... l'objectif et je me suis dit c'est là qu'il faut que j'aille. Ouais, bah, évident. Ça montre encore une fois que quand on est vraiment déterminé, genre en fait, mais je me rappelle très bien, tu avais ton objectif, bah, comme d'ailleurs dans ta vie en général, tu as quand même tes objectifs qui sont chacun à Assez la suite. défini, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, ben, c'est vrai, elle a pas lâché, elle a vraiment vu, elle s'est dit, bon, ben, je vais faire ça, 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 et finalement, ben, c'est comme des dominos. Tu les as un petit peu balancés ça, c'est un peu acquis, quoi. Par rapport au milieu de la mode, est-ce que tu dirais que tu as déjà eu une grande remise en question ou, et si oui, ça a été quoi ta plus grosse remise en question? Est-ce que tu as regretté un jour de t'être lancée dans le milieu de la mode et Ah, du luxe notamment? alors, je me dis, maintenant que j'ai intégré le luxe, je me vois pas... Parce que travailler dans le luxe implique plein de sacrifices, On euh, en parlera juste après. notamment de travailler à Paris, qui est pour moi un Oui, sacrifice. c'est vrai. Mais, hum, mais donc, j'ai douté un peu quand je suis arrivée à Paris. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ma famille va pas trop me manquer? Hmm. Est-ce que je vais pas me sentir trop seule? Donc aujourd'hui, je suis beaucoup liée à mon travail et ça me motive beaucoup. Ouais. Après, j'ai beaucoup douté par exemple, dans mes études. Aujourd'hui encore, je me dis, est-ce que c'est le bon chemin? Parce que c'est très fatigant. Et on voit le final, que ça soit sur des podiums ou encore porté sur des VIP. Mais derrière, il y a un travail de fou. Et c'est Et qui est pas assez mis en lumière. non, et on travaille beaucoup d'heures dans des conditions pas forcément idéales. Mais donc, des fois, ça me fait douter, mais j'aime ce que je fais. Je pense que pour l'instant, c'est le principal. C'est ce que je dois retenir en étant jeune. Bah, si je comprends bien là, du fait que tu as un ancrage quand même, un poste qui te plaise déjà, que tu Mm. as beaucoup désiré et qui est vraiment fixe, ça te fait moins, enfin ça te laisse moins de temps pour te poser des questions et te remettre en question par rapport à si tu veux rester ou pas ou quoi que ce soit. Enfin là, à l'instant T. Mm. Mais c'est vrai que pendant les études, moi je me souviens ouais, qu'il y a un moment où enfin, ça te frustrait un petit peu même d'être à Paris parce qu'on a eu beaucoup de belles images de Paris. Et on est un peu tombé de haut, mais après, bon, bah, après Paris, c'est génial. Ouais, Il y a tellement de positifs et surtout pour le milieu de la mode, mais c'est bien vrai sûr. qu'en tant qu'étudiant aussi, c'est un peu compliqué par moment. Et puis, on a la famille loin, donc c'est vrai que Mm. c'est pas toujours simple. Mais, mais ouais, mais donc, du fait d'avoir ce pied dans le luxe et ce pied dans ce métier, ça te permet d'avoir moins de, Je regrette pas, on ouais, va dire, parce que de j'ai regrets. atteint ce rêve-là, donc je peux pas regretter. Ouais, Mm. je comprends. Et ben, tu vois, là, on disait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas mises en lumière. Mm. Qu'est-ce que personne ne voit derrière ton parcours? Derrière mon parcours, on va dire que c'est... On va dire, ah, cette fille, bah, elle a intégré des maisons de luxe parce qu'elle connaît telle personne. Mais non, je vous le dis, je connais personne. Ouais. Alors, oui, en BTS, j'ai eu ce stage dans cette maison de luxe. Mais pourquoi? C'est parce que, tout simplement, à l'école, je travaillais comme une ouf. Je bossais sans relâche. Même les week-ends, hein. C'était abusé. Les vacances et les week-ends, waouh. Et en fait, bah, oui, j'ai eu ce stage parce que bah, j'ai passé un entretien comme tout le monde. On était plusieurs. Enfin, je l'ai pas volé, donc je l'ai eu, ce stage. Et après, donc, mon alternance, je l'ai fait dans une autre maison de luxe. Et c'est pareil, j'ai postulé sur Internet et j'ai pas eu de contact. Donc, on voit une fille qui a 22 ans et qui, pour certaines personnes, on pourrait dire que c'est un parcours réussi. Mais c'est pas par chance, c'est par travail. Oui, voilà. Et je peux dire à toutes, que ce soit fille, garçon, peu importe,
On peut avoir tout le monde des rêves, mais en fait, si vous n'en donnez pas les moyens, vous ne pourrez pas y arriver. Ça peut être hyper bateau, mais c'est réaliste. Oui, c'est évident. Non, mais ça s'est fait de rencontres, ça s'est pas Oui, fait bien de sûr. contacts. Bien évidemment, après, tu t'en fais des contacts, forcément. Bien On est sûr. à Paris, donc on rencontre beaucoup de gens, on rencontre beaucoup des mêmes personnes, des fois, on les recroise. Donc, et puis, dans le milieu de la mode, il y a tellement de flux que forcément, Bah, tu tout te le monde fais se des rencontres, connaît. quoi. On peut croire que le milieu du luxe, on va dire, mais c'est énorme. Enfin, jamais, même si je laisse une mauvaise image, c'est pas grave. Détrompe-toi, tout le monde se connaît. Ça tourne tout le temps dans les maisons. Ouais, c'est les mêmes têtes. Ouais, Mm. Du coup, tu es chef de produit dans une maison de luxe dans le VIP. exactement. Alors, ça consiste en quoi exactement? Parce que, ben, en fait, on connaît un petit peu les noms, mais C'est les gens savent pas. exactement ça. Mais en fait, moi, déjà j'étais petite, je me disais, mais je vais faire styliste, je connais que ça. Mais non, il y a plein de métiers qui sont géniaux derrière tous les développements d'une collection. Et dans chef de produit, donc en fait, c'est quelqu'un qui va s'occuper dès la remise de croquis jusqu'à la livraison du modèle, de tout ce qui est documents techniques, gérer avec les fabricants, gérer les coûts, les approvisionnements des matières, tout ce qui constitue le vêtement, c'est toi qui en vas être en charge. Tu vas être vraiment responsable de tenir des délais, respecter les contraintes qui ont été demandées dès le début. D'une maison à l'autre, ça peut varier. D'un service à l'autre, ça peut varier, que ça soit dans une maison de luxe à la collection ou chez les VIP, ça va être complètement différent. Moi, pour ce qui est de ma part, à VIP, je travaille beaucoup du coup à la demande. Ok. Donc ça va être un autre service qui va réceptionner les demandes des stars et qui vont nous dire... Oui, parce que, pardon, mais VIP, du coup, ça veut dire en gros que Ouais, c'est vraiment les grosses têtes, quoi. Enfin, c'est des célébrités. c'est des célébrités, exactement, des stars. On peut aussi avoir... on a une partie, je travaille aussi sur les meilleures clientes des boutiques qui Ok. ont des commandes spéciales et qui ont droit à des articles qui ne sont pas en boutique. Donc je travaille sur ça aussi et tout ce qui est film, campagne, la maison pour laquelle je travaille coproduit des films. Donc, donc je participe à tout ce qui est, enfin pas costume, mais pour habiller Oui, c'est les ça. acteurs, on va dire. Et c'est du sur-mesure. Et c'est du sur-mesure ou des tailles quand on peut, ça nous facilite la vie Mm. grandement, mais c'est rarement, le corps, c'est pas un S, M, enfin, ça Ouais. marche pas. Donc très souvent, ouais, on fait des mannequins aux mesures du VIP et on commence tout le process de la mode, quoi, le développement du produit. Et pour nous donner une idée, toi, du coup, tu es en contact avec combien de pôles à peu près, enfin, en termes de fournisseurs, de couturiers, tout ça, parce que c'est un peu toi, du coup, qui fait passer un peu tout le cheminement. Ouais, je récupère la demande, on va dire, du studio, donc des stylistes qui sont en lien, eux, avec les agents des stars, qui nous disent, il veut ce costard ou cette robe dans cette matière-là, tout ça. Donc, je travaille déjà avec ce studio. Après, je vais passer, donc, nous, dans notre atelier, il va y avoir des modélistes qu'on appelle qui vont caler le modèle. Il va y avoir les personnes qui vont faire tous les documents techniques. Ok. Donc là, c'est déjà une dizaine de personnes. Après, ça dépend si le modèle va être monté chez nous dans notre atelier. Donc voilà. Sinon, je peux discuter, enfin communiquer avec des façonniers qui sont en France, en Italie, dans d'autres pays, ça peut arriver aussi. Exclusivement en Europe? Pas forcément. Ok. Pas forcément, ça dépend de la demande. Si c'est des broderies, si c'est des plumes, ça peut varier, ça peut aller très loin. Et voilà, et après, du coup, je réceptionne ce produit et là, je pourrais le livrer au studio qui va le donner au VIP, quoi. Et derrière un costume, par exemple, peut-être un récent que tu as en tête, tu sais à peu près combien de personnes il y avait derrière? Alors, déjà, si c'est monté chez nous, c'est qu'une seule personne qui va monter la pièce, donc déjà, Ouais. voilà. Mais si c'est monté à l'extérieur, c'est des chaînes, donc Mm. une usine, donc c'est beaucoup de Oui. personnes. Mais sinon, on va dire que c'est une dizaine de personnes qui passent sur un modèle. Ok, entre fournisseurs. Ouais, Ok. Ok, donc ça fait quand même pas mal de personnes ouais, dont on connaît pas forcément le métier non plus, parce qu'ils sont pas mis exactement. du tout en lumière, Ouais. notamment les petites mains, Oui, euh, qui font un qui travail sont incroyable. super importants. Mais oui, Mm. pour les retouches, pour... Parce que franchement, moi, du coup, qui ai fait des études dans la mode, je sais un petit peu, je connais un petit peu ce métier et c'est ouf parce que toutes les retouches qu'il faut faire par rapport à 1 centimètre, 1 millimètre,
Et dans le luxe, c'est vraiment très très précis. Donc, Bah, il y a les caprices de star, donc forcément, même si c'est 5 centimètres, si c'est 5 millimètres, il faut le faire. par exemple, quand vous avez terminé un modèle Ouais. de A à Z, où vous avez fait plusieurs vérifications du coup par rapport aux mesures, etc., est-ce que c'est déjà arrivé qu'en fait on vous le renvoie parce qu'en fait la personne, la célébrité, en fait dise non mais en fait ça me va pas, finalement je veux ces modifications-là, etc. Non, jamais. Ok. Jamais, ça passe par plusieurs personnes qui le contrôlent et la dernière qui s'appelle première d'atelier qui est vraiment responsable. C'est sur elle que tout va tomber s'il y a un problème. Et déjà, on a des mannequins qui sont aux tailles du VIP, donc on peut rarement se tromper. Après, bien sûr, il y a des stars qui changent, qui sont acteurs et qui, pour une raison ou une autre, ont pris 5 kilos ou ont perdu 5 kilos. Donc là, c'est très compliqué. Mais comment ça se passe dans ces cas-là du coup? Dans ces cas-là, nous, on demande tout le temps des mesures avant de commencer un vêtement. On doit avoir les mesures de la VIP à ce moment-là. Et ça prend à peu près combien de temps? Enfin, je suppose que ça dépend vraiment vachement du modèle, du coup. Ouais. On va dire qu'une veste, une très belle veste, il faut en temps de très gros rush, de très gros événements, on va la faire en 3 ou 4 jours. Okay, Un pantalon, ça peut se faire en 48 heures. Ok, donc vous redemandez vraiment les mesures juste avant de le reconfectionner. Ok. Si on sait que c'est une personne qui peut changer facilement de taille, oui. Vous avez des profils de personnes qui ont un qui poids varient ou un beaucoup, profil changeant. Ouais. Ok. Ouais. Donc vous êtes obligé de faire en fonction. Oui. Ok. Donc à chaque fois, on retravaille le mannequin. Après, ça dépend pour quel l'événement la personne le veut. Et ça dépend si elle veut plus ou moins serré. Il y a des événements, on est obligé de respecter des codes. Si c'est pour un tapis rouge ou un dîner, ça va pas être les mêmes choses, quoi. Du coup, il y a des codes par rapport à chaque événement? Alors, chaque demande, avant qu'on les reçoive, nous, l'atelier, c'est validé par le directeur artistique. Donc, s'il dit non, il faut retravailler, il faut recommencer. Enfin, c'est à lui de décider. On connaît les codes, on connaît aussi les stars, ce qu'elles veulent. À force de les essayer, on sait que là, ce décolleté, si c'est un red carpet, elle ne voudra pas. Ok, donc vraiment, selon les événements, il y a des codes quand même spécifiques Oui. à respecter par rapport aux tenues. Ouais. Il y a des endroits où, par exemple, il pourrait y avoir certains décolletés et d'autres non. Oui, bien sûr. Ah ok, je savais pas du tout. Et est-ce que... alors, pour le choix des modèles, ce sont les célébrités qui ont la main mise dessus ou alors c'est plutôt les personnes qui sont derrière? Par exemple, si c'est pour un film, c'est les agents de film qui ont la main dessus parce qu'ils veulent qu'ils représentent une certaine image ou quoi que ce soit, ou c'est vraiment juste la personne qui va porter le vêtement qui choisit? Non, c'est jamais elle. Enfin, c'est plutôt une discussion entre son agent et elle, on va dire. D'abord, en amont, ils se mettent d'accord, je pense, que nous, on ne voit pas. Et après, ça va être une très grosse discussion, un aller-retour entre notre directeur artistique de la maison et l'agent. Entre ce qu'ils veulent, ce qui est acceptable. Si c'est une pièce qui a défilé et qu'ils veulent adapter, le directeur artistique, il ne dit pas dire non, en fait, ça respecte plus que moi, c'était ma volonté. Oui. Donc, parce qu'il y a quand même aussi l'image de le but étant de montrer. Donc, il faut forcément montrer certaines pièces, surtout à certains événements, parce que ça va faire plus ou moins de promotion. Du coup, la célébrité, en fait, elle peut avoir des préférences, mais elle n'aura jamais le dernier mot. C'est vraiment entre l'image que veut que soit... Enfin, l'image que l'agent veut que la célébrité représente et la maison, ce qu'elle veut mettre en avant. Ce qu'elle accepte, Okay. Mais après, ça dépend du VIP. Si elle est amie avec le directeur artistique, ça se passe toujours bien sûr, il y a des petites dans le sens de la VIP très souvent. Bien sûr, mais quand c'est quelqu'un qui est un peu plus banal et qui rapporterait pas forcément à la maison... C'est ça, parce qu'il y a quand même une grosse histoire d'image et puis de rapport d'argent, quoi. Après, en fait, ces modèles qui ont un gros impact sur les tapis rouges, généralement, les équipes en région, donc les équipes en région, c'est les responsables des boutiques, on va dire, qui remontent que certaines clientes, on dit en boutique, « Ah, mais elle est magnifique, cette robe sur le tapis rouge. » Et donc, nous, on va peut-être l'étudier pour la mettre en boutique. Et ça arrive souvent? Là, il y a eu les Golden Globes. On va en faire rentrer 3... en boutique? 3, c'est proposé en catalogue pour des VIP, pour des personnes qui ont un gros chiffre d'affaires, un gros pouvoir d'achat. Oui, du coup, c'est fait à la demande, quoi. Exactement. Okay. Et est-ce que
tu saurais dire l'impact que ça a, par exemple, quand une célébrité, elle porte une certaine Il y a robe? certaines célébrités, c'est énorme. Ah ouais? Ouais. C'est certaines VIP, elles ont quand même un très gros pouvoir d'influence et même la pièce, si elle a porté, le directeur artistique peut dire, mais en fait, finalement, je la veux sur mon défilé ou je la veux sur ma collection. Enfin, C'est fou parce qu'on se rend pas compte de l'impact énorme qu'une célébrité est juste... Enfin, je vais dire ça, mais je mets des gros guillemets, mais un simple tapis rouge, une petite apparition peut faire comme impact sur une maison de luxe ou n'importe quoi, parce que même des paires de lunettes, oui, bien sûr, des mais bien trucs de sûr, fou, genre des accessoires. ça, on le verra après, question de luxe et d'image, mais il y a plein de choses à dire sur ça. Tu as dit que l'impact il pouvait être énorme, Mm. mais du coup, toutes ces femmes ou ces hommes qui du coup réclament ou achètent ces pièces qui ont été présentées dans certains événements, Mhm. on n'a pas l'habitude de les voir On les comme... connaît pas. C'est ça, en fait, on les voit pas, Parce que, en tout cas, pour la maison pour laquelle je travaille, il y a peu de Françaises. c'est ça, en fait, c'est parce que c'est à l'étranger beaucoup. En Asie, dans le Moyen-Orient et aux USA, mais Ok. en Amérique, mais Ouais, très peu en Europe. ça montre à quel point on impacte le monde et on Ouais. influence la La mode. mode française, Bah, chic à la c'est le top. française. C'est le top numéro 1. Maintenant, pour parler un petit peu plus de la mode et du luxe en général, ma question c'était, pour toi, c'est quoi le luxe aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, le luxe, ce n'est pas synonyme avec prix cher. Avec la C'est richesse, ouais. avec un produit qui est cher. Pour moi, c'est plus du tout le cas parce que chaque maison, on va dire, a des produits qui sont... Ça reste cher, bien évidemment, pas accessible pour tout le monde. Mais une paire de haut rang Hermès, on va dire que c'est tellement médiatisé, vu et revu sur plein d'influenceuses, plein de stars. Euh, donc il y a plein de jeunes filles, je pense, rien que pour avoir l'image, pour montrer, elles vont aller acheter ce produit. Mais c'est pas pour autant que c'est des personnes qui ont un pouvoir d'achat fort. Oui, il y a peut-être des économies qui sont passées là-dedans, quoi. Exactement, ou un salaire même. Donc pour moi, le luxe, au contraire, c'est de pouvoir acheter des belles pièces qui sont pas forcément siglées avec des marques de luxe et pouvoir avoir des pièces qui sont de bonne qualité, qui vont durer dans le temps et au contraire, ne pas montrer sa richesse et dire au monde entier, regardez, j'ai ce sac, comme tout le monde, un signe d'appartenance et pas de la société que tout le monde a, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même une époque du luxe qu'on a connue, en tout cas dont on a entendu parler, où c'était quand même de l'élégance et du chic. C'était pas ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à tous les réseaux sociaux. Et puis il y Ouais, a aussi un signe, enfin, je pense, d'exclusivité. Le ouais, luxe, c'est vraiment exclusif et j'ai l'impression que ben, un peu tout le monde peut y avoir accès, comme exact. tu dis. Et puis il y a aussi le truc de. Ben, il y a beaucoup de faux. Oui, Donc en fait, il y a beaucoup. ouais, Enfin, l'image, on va dire entre guillemets, des marques de luxe sont un petit peu détériorées du fait qu'il y ait beaucoup de gens de qui mettent de contrefaçon. contrefaçon exactement. Ouais, ouais. Mais après, forcément, bah, il y a quand même des produits qui restent. On va dire que si tu veux une belle pièce tailleur chez Saint-Laurent ou chez Dior, Ouais. ça reste quand même assez inaccessible. Enfin, Oui, c'est quand même conséquent le prix, réservé quoi. à Ouais, ouais. une certaine personne, clientèle, quoi. D'où le fait que les prix augmentent tout le temps pour que Ouais, ça reste quand même exclusif à une bien sûr. certaine clientèle. Et mais après, ils proposent toujours un peu de prix qui sont, on va dire, attractifs, qui peuvent être achetés par des personnes qui ont un SMIC ou quoi que ce soit. Mais forcément, Qui... ça fait de la pub. Exactement. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que le luxe, c'est synonyme de qualité? Oui, quand même. C'est synonyme de qualité parce que c'est des matières, ils privilégient quand même des matières naturelles, des belles pièces en cuir, de la laine, du coton, qui sont plus présentes dans la fast fashion. Enfin, des chemises en coton, oui, on en trouve, mais ça reste quand même à Oui, la c'est pas le marge même. comparé à tout ce qui est synthétique. Donc oui, le luxe a quand même des savoir-faire qui restent bien ancrés dans leur maison et qui jouent sur le prix et qui quand même restent sur des pièces de qualité et synonyme du luxe quand même, à la base. Et est-ce qu'il y a des
secret, entre guillemets, de savoir-faire dans chaque maison de luxe? Ben, chaque maison a sa façon de monter une... Bon, je vais parler pour le prêt-à-porter parce que le sac, je pense qu'il y a aussi des savoir-faire, mais les chaussures, c'est pareil. Mais si tu prends une veste tailleur bar chez Dior ou une veste smoking chez Saint-Laurent, c'est pas du tout même savoir-faire. Donc, bien sûr, leurs maisons ont encore beaucoup de personnes et que ce soit modélistes ou mécaniciens qui vont monter des pièces et qui sont avec un savoir-faire, on va dire comme à l'époque. Ouais, ils ont leur signature quand même et Héritage. leur héritage Ouais. qui est venu. Bah, c'est toujours très important et c'est aussi ça qui fait l'authenticité de ces marques. Donc c'est super important qu'ils gardent ça. Et donc c'est aussi ce qui marque le luxe. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'authenticité, l'exclusivité et bien sûr la qualité. Mais bon, Ouais. ça, pour moi, c'est évident. Mais c'est vrai que c'est important de le redire parce que forcément, avec l'actualité, la fast fashion et tout ça, on pourrait penser que la qualité, elle est petit peu bâclée. Juste pour faire l'argent, mais c'est bien que ce soit dit, quoi. Par rapport à ce qu'on était en train de dire, à la fast fashion, le luxe, etc., comment toi tu vois l'évolution de la mode ces dernières années? Alors, je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle assez important dans le développement des marques. En réalité, dans le développement de tout court, je crois. Oui, bien sûr, mais encore plus parce que ça peut mettre en lumière des petites maisons, des petits créateurs qui ont beaucoup plus leur place que les marques de fast fashion qu'on connaît tous et qu'on s'habille plus facilement. Donc, je pense que c'est assez intéressant vers quoi ça se profile. Mais les maisons anciennes de luxe et qui sont déjà existantes, que ce soit Zara, Dior, toutes les marques qu'on peut connaître tous ensemble, on va dire qu'ils ont encore beaucoup de travail et d'évolution à faire pour être au niveau de toutes ces marques qui émergent et qui ont une vision, que ce soit sur l'éthique, l'environnement ou tous ces autres projets qui peuvent être hyper inspirants, l'intelligence artificielle, enfin tout ça, je pense que les maisons et les marques de prêt-à-porter qui existaient déjà ont un grand travail à faire. Ouais. Alors que les marques qui émergent et qui sont déjà ancrées là-dedans, elles sont en avance. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, forcément, parce que leurs bases, elles se fondent vraiment sur l'actuel. Ouais. Alors que les bases des maisons de luxe ou des maisons anciennes, elles sont vraiment sur ce qui se passait avant. Donc forcément, il y a une mise à jour à faire. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait autant de différences en réalité parce que ça fait que il va y avoir de l'inspiration de tout. Parce que forcément que les nouveaux créateurs et les petits créateurs s'inspirent des grands et de comment faire avancer les choses dans leur art ou quoi que ce soit. Mais c'est super bien, je trouve qu'il y a aussi cet inversement que les maisons de luxe puissent s'inspirer de ces nouveaux créateurs et de ces nouvelles bases. Mais forcément, ça doit un peu chambouler parce que c'est comme... De toute façon, c'est un circuit fermé. Enfin, dans le sens du process, c'est un circuit fermé. Le luxe s'inspire de tout ce qu'il voit dans le monde, dans la rue, dans tout l'art, tous les arts qui peuvent exister. Et après, c'est la fast fashion qui s'en inspire. Enfin, c'est un cercle un peu qui tourne en rond et tout le monde s'inspire de tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais de l'impact de la fast fashion sur le luxe? Pour moi, ça ne sera jamais lié parce que une personne qui s'habille en fast fashion pourra, à moins que, tant mieux pour elle, elle gagne bien sa vie et elle passe à s'habiller aller quotidiennement dans des maisons de luxe. C'est deux choses qui ne sont pas liées et qui ne pourront jamais remplacer ni l'un ni l'autre. C'est deux choses qui sont complètement dissociées, qui pourront... Elles s'inspirent, l'un l'autre constamment s'inspirent, mais que ce soit les matières, les coupes, les finitions, ça pourra jamais... Il y a des marques qui arrivent à être un entre-deux et c'est cela qu'il faut privilégier entre la fast fashion et entre le luxe parce que le luxe fait une marge énorme. Ouais, forcément. Les fast fashion aussi. Donc, en fait, les marques qui sont au milieu, qui ne sont pas assez mises en avant parce que forcément, ça coûte quand même très cher. Tu as des exemples un peu des... Je ne me connais pas énormément, ce n'est pas mon domaine, on va dire, mais de ce que j'entends,
Après, où c'est qu'ils produisent, je n'en sais rien, je m'en suis pas Ah, c'est ça que renseignée. j'allais te Mais COS, quand même, apparemment, a des belles matières et qui ont des belles finitions. Il y a euh, Arquette, je crois que ça s'appelle. Ok. Mais je suis pas trop renseignée, mais Mais c'est des maisons haut de gamme, quoi. c'est Enfin, moyen haut de gamme, on plutôt. peut dire que c'est premium, que c'est un peu la même chose que Match et The Couples, qui sont des maisons d'image, Ouais. des marques d'image, mais qui en réalité sont des qualités merdiques. Ouais. Du genre Sandro, Du genre Sandro, c'est merdique. c'est merdique. Ok. Je me rappelle pas, moi je vais plus dans les trucs. Ok, mais Bah, il y a en fait, il y a dans le premium, enfin, tu veux dire, dans ce niveau-là, il y a parce ces que maisons ça, d'image, on va oui, dire. Et dans cette même catégorie, en tout cas de ce niveau-là, il y a les maisons qui privilégient et le style et le bon savoir-faire et la exactement. bonne qualité. Parce que je dis premium parce que ça reste quand même quelque chose de... bah, tout le monde ne peut pas se le permettre. Enfin, c'est un pull à 80 euros, un pantalon à 100 Ouais. euros. Oui, mais tu Non, privilégies la qualité. voilà. Mm. Et je pense que enfin, du coup, de ce que tu étais en train de dire, le rapport qualité-prix, il est quand même assez. Ouais, meilleur. Ok. Mais même moi, là, je peux pas en citer parce que je m'y habille pas et je le privilégie pas, c'est dommage. Mais c'est pas assez mis en avant et c'est pas en boutique, on voit pas de boutique. Les sites internet, quand tu vas chercher un pull en cachemire, tu vas trouver Zara ou quelle autre marque qui est en fast fashion en première ligne parce qu'ils payent des pubs et des annonces pour être tout en haut. Donc oui, il y a un problème là-dessus Ouais. de société. Et en termes d'impact que la fast fashion aurait pu avoir sur le luxe, bah, c'est vrai, c'est deux catégories complètement différentes. Mais est-ce que tu penses pas que ça a eu quand même un impact sur l'image du fait que ben il y a plein de gens qui s'y connaissent pas du tout dans la mode et qui ont beaucoup de préjugés et qui se disent qu'en fait finalement bah, c'est aussi bâclé que De... la fast fashion, le Ah oui. luxe, ou que en fait on achète juste une marque, une image, un logo. Ouais, bien sûr. Bah, je peux comprendre les personnes qui pensent ça, qui se disent, mais pourquoi mettre 300 euros, enfin, pas 300 euros, c'est 1000 euros, Ouais. c'est 2000 euros. Donc, je peux comprendre les personnes qui disent ça et je leur répondrai que forcément, c'est pas un tir Zara, c'est pas fait dans des pays asiatiques ou des pays oui, de l'Asie, c'est principalement fait en Asie. Oui, enfin des pays en tout cas où La les gens ils sont main-d'œuvre est utilisés quoi. basse. Si c'est pas fait dans ces pays-là, et forcément tu le payes, la main-d'œuvre est plus chère, les matières sont plus belles. Mais oui, je suis d'accord, la marge est très grande dans les maisons de luxe. Mais ça n'a rien à voir au final avec l'impact que la Mais fast fashion aurait pu avoir sur le luxe non, en soi. ils ont pas du tout le même impact quand même. Oui, c'est vrai. De toute Sur, façon, sur c'est- le monde, enfin, ils n'ont pas un impact environnemental aussi grand qu'ils produisent pas autant, ils font pas autant régulièrement des collections. Donc forcément, déjà, là, pour moi, le luxe, ça n'a pas le même impact. Après, je n'ai pas les chiffres, mais... Oui. De toute façon, ça revient quand même à ce qu'on disait, c'est que quand même le luxe, c'est dans l'exclusivité. Enfin, en principe. c'est là Donc, c'est quand même... forcément que l'impact, ouais. en tout cas de gaspillage en soi, il est moindre que... Après, ils dépensent autre part, donc Ok. dans tout ce qui est, par exemple, pour un défilé, Ouais. tout ce qui est mis en place, ça coûte des milliers. Ouais, C'est pas c'est des des sommes millions. qui sont astronomiques. Je connais pas les chiffres, mais je pense que on a déjà entendu, quand ils font exprès d'avoir une pluie Ouais. ou de la neige, forcément, c'est un coût. Ouais, c'est énorme. Mais de toute façon, parce qu'il y a... Déjà, il faut montrer l'image de la marque. Il y a C'est forcément... médiatique, voilà, forcément. ça. Et puis surtout, il y a aussi tous les techniciens qui sont derrière. Mm. J'imagine toutes les régies, Exactement. toutes les sécurités qu'il faut avoir, Ouais, surtout quand tu as de clairement. l'eau comme ça dans les Mm. trucs. C'est énorme. Donc, c'est vrai qu'en fait, on n'y pense pas parce que, par exemple, quand on a le résultat d'un défilé, qu'on est tous là sur les réseaux, waouh, c'est trop beau, c'était incroyable et tout. Ouais. Ou des fois même qu'on trouve ça hyper moche parce que c'est hyper bizarre. On est là, en fait, on réfléchit pas. Parce que c'est tellement bien amené que tu réfléchis pas à tous les détails qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir des sommes astronomiques. Bien sûr, et rien que toutes les personnes qui sont invitées au défilé, elles reçoivent plein de cadeaux. Il y a plein de coûts qui sont engendrés là derrière. Ouais, donc c'est juste que ça part pas au même endroit. Mais Exactement, c'est pas dépassé de la même façon, mais ça aussi brasse beaucoup d'argent. Mais ça revient sur ce qu'on disait, c'est que en fait, le luxe et la fast fashion, c'est des cases différentes. Enfin, c'est dans le même domaine, on va dire, du Oui, textile, de bien la sûr. mode, mais
Mais en soi, c'est complètement différent, c'est des cases de différentes, c'est des, process. bah oui, des clientèles Mm. différentes. Ok. Et bah, du coup, là, on parlait des réseaux sociaux, de l'impact que ça pouvait avoir. Est-ce que pour toi, du coup, les réseaux sociaux, ils ont démocratisé ou dénaturé le luxe? Pour moi, ils l'ont dénaturé. Parce que elle peut dérégler le marché, ça peut dérégler le marché. Elle peut mettre en avant si une star, comme je disais tout à l'heure, si une star va porter ce sac, il va être sold out en moins d'une heure. Donc ça a un impact sur la marque bénéfique C'est parce com- qu'elle va augmenter Oui, ses ventes. c'est tellement absurde, c'est fou parce que ça veut dire, enfin, ça montre à quel point les humains sont rattachés à cette image des réseaux sociaux que tu vois et Exactement. ça rend chèvre. Bah, c'est pouvoir s'identifier à telle ou telle personne et l'appartenance. Donc pour la marque, ça peut être bénéfique, mais ça peut être aussi un frein parce que c'est pas forcément ce qu'elle cherche. Ouais. Que tout le monde se rue à acheter telle ou telle pièce. Bah oui, parce que forcément, en fait, ça modifie l'image que la Ouais. maison s'est créée sur des années et des années et des années. Parce que du coup, Bah, des maisons, les grandes maisons de luxe qu'on connaît tous, en tout cas françaises, elles se sont quand même forgées une grosse image. Et forcément, bah, c'est ça, ça dénature d'avoir ou des influenceurs ou des gens de télé-réalité ou mm, quoi que ce soit. Enfin, bien que ce soit pas forcément négatif pour ceux qui le font, oui, mais pour l'impact que ça a sur l'image, forcément, ça engendre un grand, impact. Ouais. un grand impact. Ouais. Mais après, par exemple, bah, il y a deux idées qui me viennent en tête, mais qui ne sont pas forcément liées aux réseaux sociaux. Mais déjà, il y a eu Lacoste qui a eu de très gros soucis avec. Bah, normalement, c'est des pièces pour le tennis, Mhm. mais ça a été beaucoup de jeunes dans des cités ou dans des endroits qui n'étaient pas la population et la clientèle qui était voulue par Lacoste. Donc, je sais qu'ils ont eu pas mal de rebranding et de réflexion à reproposer comment faire leur offre pour se réadresser à leur bonne clientèle. Ouais, parce que c'est vrai que Lacoste, il y a un moment où c'était vraiment, enfin, c'était quand même assez élégant. Mm. Puis il y a eu, je pense, sur une dizaine d'années, parce qu'en soi, C'est vrai, c'est ça a de duré. 2016, enfin, un peu. Nos âges de Ouais, collège, c'est ça, en lycée, fait. ouais. Sur une dizaine d'années, jusqu'à, allez, on va dire, il y a 2 3 ans, Mm. où ça a recommencé à remonter la pente. Mais c'est vrai que l'image qu'on avait de Lacoste, c'était, en tout cas, c'était plus celle qui était désirée de base par la maison, qui était Ouais. quand même assez élégant, avec les petits polos, avec les petits Ouais, shorts. C'est vraiment parti carrément dans le sport, quoi. oui, 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 vraiment, plus du tout la même cible. Et après, il y a Louis Vuitton qui a eu beaucoup de problèmes avec son sac monogramme, Ouais. enfin tout leur sac monogramme, où il a été question à un moment donné de l'arrêter. Ouais. J'avais entendu ça, mais bon, ça s'est pas fait, mais il y a eu tellement de copies de contrefaçon, ils ont eu tellement de Oui, c'est ça. problèmes avec ça, que ça a complètement dénaturé leur... En plus, c'est un savoir-faire unique, parce que c'est une toile enduite, enfin, c'est un processus incroyable. Et donc vraiment, ça a un très très gros impact. Là, c'était pas forcément à cause des réseaux sociaux, mais de la contrefaçon et de l'ampleur que ça peut prendre d'appartenance à une personne. Enfin, je l'ai vu avec telle personne. Bah, on a entendu parler de toute façon qu'il y avait pas mal d'influenceurs, hein, en tout cas à une époque, ou des gens de télé-réalité qui montraient ces accessoires, mais qui n'étaient pas forcément Oui, des vrais. Donc ouais, ouais, ouais. en fait, ça faisait et la promotion de la contrefaçon sans que pour le public, on sache que ce soit de la Ouais, contrefaçon, mais du coup, ça abîme l'image bien forcément sûr. de la maison. Donc, ouais, forcément, les réseaux sociaux. Enfin, en fait, c'est à double tranchant. Il peut autant y avoir euh, un hyper Retour, bon impact, impact, ouais. un hyper bon retour, mais à l'inverse, il peut y avoir des grosses descentes Mm. et Et puis même, des fois, ils font des campagnes de pub qui pensent à être magnifiques, parfaites, et ça va être hyper mal interprété. Il y a eu un faux geste qui va être repris et repris, repris sur les réseaux sociaux et Hmm. qui vont ruiner leur campagne. Hmm. Des fois, enfin, Ah ils oui, ont raison, des fois, ils ont tort. Enfin, oui, oui. personnellement, des fois, je trouve ça abusé. Des fois, je me dis, bah, Oui, heureusement qu'il y a les réseaux pour calmer, enfin, pour leur faire remettre en question leur process parce que c'est complètement la folie. Ah oui, non, mais c'est bien. De toute façon, bien souvent, je dis pas tout le temps, mais bien souvent, la parole de la majorité, quand même, est assez. Véridique et Ouais, elle donne quand de même notre avis. Ouais, c'est ça, elle donne quand même un sens, en tout Mm. cas, à la vie. Et forcément, c'est bien, ça leur remet les pieds sur terre parce que du fait que tu sois grand, que tu aies une image ancrée, forcément,
y a des fois, il y en a qui peuvent perdre la tête, Ouais. si je puis dire. Et du coup, ils s'emballent et en fait, ils font des choses qui sont pas forcément correctes. Ouais. Ouais. Et tu t'en fiches des voix de blessés. Et donc, en fait, il y Ouais, a la ouais. population qui vient te rappeler que non, Exactement. en fait, c'est pas comme ça. Donc, en fait, c'est un peu... c'est autant bénéfique que négatif. Quand Exactement. même. Mais ça a quand même dénaturé du fait... Oui, pour moi, l'image. oui. Dans tous les cas, le luxe, c'est un peu devenu plus accessible pour moi. Après, forcément, je travaille dans le Oui, luxe, oui. donc je vois que ça quotidiennement. Et on a les ventes privées, donc... donc forcément, pour moi, c'est devenu un peu plus accessible et moins prestige. Enfin, on va dire Oui, pièce unique, quoi. Dans ta tête, Voilà. l'image que t'en as, forcément. Mm. Et puis forcément, toi, vu que t'as la tête dedans, c'est plus du tout la même image que t'avais de Non, base. non. C'est normal, que ce soit positif ou négatif. Mais c'est sûr, c'est ton quotidien. Mais c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux de ce qu'on voyait nous avant, je me rappelle quand toi, tu voulais tout ça, le luxe, les pièces, etc. T'avais quand même une certaine image. Et en plus, même ce que ça nous faisait passer les réseaux sociaux. Parce qu'à cette époque-là, vu que t'étais pas dedans, on pouvait pas se rendre compte que ça dénaturait. Et en fait, c'est l'impact que ça a après quand t'es dedans, en fait, que tu vois que en fait, c'est pas forcément que positif, que ça n'est pas que de la promo. Petite question par rapport à tous les jeunes qui veulent se lancer, tu vois, dans la mode et qui ont bien une belle image. Bien souvent un peu, comment dire, floutée. Enfin, on n'a pas la réelle image parce qu'on n'est pas dedans de toute façon. Mais est-ce que pour toi, on peut encore rêver dans la mode aujourd'hui ? En tout cas, est-ce que... Rêver de travailler dedans ? Ouais. Ouais. Comme toi, tu rêvais quand tu étais petite. J'espère qu'il y a des personnes qui en rêvent encore. Parce que pour moi, c'est quand même... Alors, il faut quand même garder les pieds sur terre, bien évidemment. Mais tu vois des choses incroyables, des choses que tu pourrais jamais voir, même si tu allais en boutique. Tous ces process, tous ces savoir-faire que tu vois, toutes les rencontres que tu fais, il y a encore beaucoup de personnes, on va dire, âgées qui ont des savoir-faire à l'ancienne, à la main. C'est hyper enrichissant et je souhaite que ça soit dans la mode ou n'importe quel rêve que vous avez, de le suivre, de vous en donner les moyens et de... pas forcément... Enfin, si, quand même, de s'écouter. Et même si il peut y avoir votre famille ou des proches, des profs qui vous disent « t'es sûr ?» Mais si au fond de toi, c'est vraiment ce que tu veux, alors ne lâche pas, ne les écoute pas. Donne-toi les moyens et prouve-leur au contraire que tu as fait le bon choix. Je suis bien d'accord avec toi. Mais est-ce que toi, du coup, actuellement, vu que tu es quand même en train un peu de vivre le rêve que tu avais quand tu étais petite, quand même, genre tu es vraiment dans le luxe et puis tu fais ça de toute ta vie, est-ce que si tu voyais la petite Pauline là, est-ce que tu lui dirais non mais continue à rêver parce que c'est vraiment exactement ce que tu veux et ça va se réaliser ou... En fait, c'est plutôt pour les jeunes, en fait. Qu'est-ce que... Mais moi, je me dis que j'ai fait le bon choix, que je regrette pas ce que j'ai fait et j'ai forcément des rêves qui sont devenus encore plus grands. Mais je leur dirais, foncez, clairement. C'est fou de pouvoir de toucher ton rêve, cet accomplissement en toi, de te dire, tu t'en es donné les moyens, t'as réussi. C'est quand même fou. Ouais. Et puis, la mode, j'adore parce que c'est hyper manuel et c'est rempli d'histoires, en fait. Comme tu dis, il y a les petites vieilles qui sont en train de coudre ou qui te ramènent en fait, un savoir des siècles en arrière, en fait. Tu peux toucher à ce qui a été réalisé des années et des années auparavant. Donc, c'est quand même déjà un choc intergénérationnel, mais qui est hyper beau, pour moi. Moi, je sais pas si c'est vraiment l'image qu'on en a toujours eue, en tout cas. On peut pas avoir tous la même image de la mode. Mais je pense que, comme tu dis, c'est vrai que s'ils ont leur rêve et que c'est vraiment leur rêve absolu d'aller dans la mode, qu'ils y aillent, qu'il n'y ait pas... parce qu'il y a une tonne de personnes qui vont dire « Non, mais la mode, c'est que les contacts, c'est que du superficiel, c'est que ci, c'est que ça. »
allez-y, testez, parce que vraiment, il y a des trucs hyper beaux. Puis Ouais. tu découvres des choses de fou. Après, bon, en ayant travaillé à la collection aussi, il y a quelques années, je sais qu'il y a un process derrière où les studios, les stylistes vont faire des recherches quand même sur la maison d'il y a très longtemps. Et ça, c'est quand même, quand tu comprends que derrière une pièce, il y a ce symbole parce que c'est ça, enfin, c'est quand même Ah aussi oui. magique Ah oui, non, je suis d'accord. de te dire, ah, je vais refaire une veste, je vais travailler sur une veste qui a appartenu à telle personne ou avec ces logos-là parce que, enfin, c'est aussi très, très, il y a de l'histoire dans les études qu'on a fait, on a eu de l'histoire de l'art et c'est vrai, en fait, dans les maisons de luxe, il y a de l'histoire de l'art et une explication derrière telle ou telle forme ou tel mouvement. Ah, c'est bien parce qu'il y a toujours des références au passé et ça fait comme si tu laissais pas mourir tous ceux qui sont plus forcément là aujourd'hui, qui ont fabriqué tout Ouais, ça. ouais. Tu les fais vivre encore Bien à sûr. travers de l'art et exprimé Tu le manuellement. remets au goût du jour. Après, ce qui est dommage, la fast fashion va reprendre sans comprendre. C'est ça. Ils vont des fois dénaturer ou C'est ça qui est important aussi dans le travail. luxe, c'est vraiment qu'il y a des signatures en fait Ouais, entre que, chaque maison, c'est différent. et qui peuvent, enfin à une époque en tout cas, expliquer les prix de Oui, pourquoi en fait, oui, parce que oui, c'est oui, en bien fait c'est un sûr. transport d'histoire en fait. Ouais. C'est pas que juste, bon, il y a aussi beaucoup de marges qui sont faites aujourd'hui parce qu'il y a l'image de la marque, il y a ci et ça, et parce que tu essayes de viser une clientèle spécifique. Mhm. Mais il y a aussi en fait ce bagage en fait que Bah, ce modèle transporte en fait. Faut payer aussi toutes ces recherches parce que fast fashion, elle a juste à copier. Donc, elle n'a C'est ça. pas tout ce process derrière. Oui, ils copient et produisent de toute façon. Pour faire une collection, ça dépend des maisons. Des fois, c'est 1 an, des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est quelques mois à l'avance. Mais des fois, c'est 1 an. Donc, forcément, le process de recherche, et encore, j'ai jamais travaillé vraiment en tant que styliste. Donc, peut-être qu'ils y travaillent 2 ans à l'avance, j'en sais rien. Mais nous, le développement, comme on les appelle dans les ateliers, l'équipe développement, elle peut commencer à s'y mettre déjà 1 an à l'avance. Donc, quand tu le vois défiler, tu te dis, Oui. ah, mais c'est vieux, en fait. Oui, en fait, c'est ça, oui. Et puis, non, mais il y a un travail de ouf Recherche, ouais, bien sûr. Il y a plein de prototypes à mettre au point. Ouais. Tout un process. Du coup, toi qui es dans une maison de luxe, pour toi, c'est quelle maison qui incarne le plus le luxe? Alors, pour moi, c'est 2 maisons qui sont encore indépendantes aujourd'hui. Est-ce que tu sais lesquelles? Qui font pas Hermès. partie des groupes. Ouais, Il y a Hermès et la deuxième, c'est... Non, c'est pas Dior, Dior. parce qu'il y a récemment en plus, c'est rentré. Non, ils sont avec LVMH depuis un C'est petit pas moment. récent? Non, je crois pas. Alors attends, Hermès et l'autre, je la connais. Bah. Ah bah Chanel. Voilà, Oui, exactement. Hermès Pour et moi, Chanel. c'est 2 maisons qui, du coup, déjà, à cause de ça, elles sont encore indépendantes, donc elles ne font pas partie de groupe. Donc, elles gardent leur signature et leurs dirigeants. Ouais, pour le coup, vraiment, en plus, elles ont vraiment leur signature de ouf. Et de tête, c'est les maisons qui performent le mieux. Je sais qu'Hermès a encore des chiffres qui font qu'augmenter sans cesse. Ça prouve bien que c'est pas forcément les marques qui sont dans les groupes qui... On dit toujours LVMH, LVMH. Oui, bien sûr, ils font du bénéf, mais après, au pro grata, quand tu regardes dans les différentes maisons, c'est pas forcément des très grosses hausses qu'elles font, d'augmentation de bénéfices. Donc pour moi, c'est Chanel et Hermès qui sont le plus synonymes d'élégance à la française. C'est des maisons qui ont leur signature, qui ont des pièces phares très fortes et qui ont un savoir-faire encore incroyable, ancestral, qui travaillent avec beaucoup de fabricants en France, qui ont des très belles matières, des très beaux cuirs. Et j'aime beaucoup ces 2 maisons. Mais en plus, j'ai l'impression aussi que du fait qu'elles soient pas dans des groupes, t'es pas obligé de... Je suppose que quand t'es dans des groupes, il y a des exigences quand même sur certains trucs. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a leur vraie signature et que quand on cherche l'histoire de ces 2 marques, notamment Elle est très Hermès, forte. ouais, et puis déjà, il y a une histoire énorme, mais tu vois ce qui se faisait à l'époque et en fait, ce qui se fait aujourd'hui, ça n'a pas tant changé. Enfin, forcément, c'est réadapté un petit peu parce que voilà, il y a l'évolution des choses de toute façon, mais c'est quand même très bien ancré, quoi. Mais en fait, elles sont encore énormément désirées et elles arrivent à gérer le rapport entre les produits qui sont présents sur le marché et la demande.
Et ils sont très, très forts avec ça et ils jaugent vraiment bien. Et je pense que c'est ça qui rend le fait qu'elles soient hyper attractives et inaccessibles. C'est du coup ces maisons-là qui sont vraiment, pour moi, synonymes de luxe. Elles ne cherchent pas forcément à faire le... Enfin, elles augmentent leur prix pour diminuer l'accessibilité. Bah pour le coup, comme ce qu'on disait dans le luxe. Mais Ouais. pour moi, et c'est réel, parce que même, notamment quand je pense à Hermès, c'est moi, elles sont au-dessus du luxe. C'est vraiment, elles sortent en fait du truc. Parce qu'elles ont une image. En fait, c'est comme, elles ont tellement leur image ancrée qu'il n'y a pas besoin. Genre, et ça, Elles la n'ont pas de clientèle, preuves elle à sait qu'elle faire. peut pas. Ouais, c'est ça. C'est Tu ça. peux pas toucher parce que. Non. De toute façon. Non, ouais. Et pour le coup, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Elles incarnent vraiment très bien. Enfin, Chanel, j'y avais même pas pensé de base, mais c'est vrai que. Mais en fait, l'histoire, je pense que l'histoire est tellement forte, tellement, tellement forte, et qu'elle a parcouru des années, des années, des années. Et je pense qu'ils ont jamais cédé Ouais. à rien. Je pense que c'était d'abord le savoir-faire et l'histoire et bien faire avant tout, en fait. Bah déjà, encore Hermès est dirigé par des personnes de la famille. Donc déjà, ça, c'est hyper C'est fort. ça. Chanel, je sais pas, mais... C'est un héritage quand même. Donc il ouais. y a en fait un truc que tu as envie de garder et de soigner. Forcément, en plus, quand ça te regarde, Oui, tu as c'est envie ta femme. de soigner Ouais. encore plus, de chouchouter. C'est le travail de tes ancêtres, donc... Mais c'est très très bien fait fort. pour le coup. Parce que franchement, il n'y a pas. Enfin, tu vois bien. Comme c'est le sac Birkin. Oui. C'est quoi, c'est quoi la règle Bah, Birkin, tu peux pas te présenter et dire je veux un Birkin. Oui, c'est ça. Non, bah d'accord, la porte est là-bas, madame. C'est ça, c'est ouf. Non, ils vont pas dire ça parce que forcément, c'est Hermès. Ils ont un niveau de respect et un service incroyable. Mais oui, il faut avoir dépensé un minimum de Ah, voilà, c'est ça. combien de zéros et après, tu es mis sur liste d'attente et après, on te proposera ce sac-là. Mais tu peux pas demander, à moins que tu sois une star de renom. Mais... Oui, c'est ça. Non, Donc, non. en fait, il y a quand même certains critères. Et en fait, ces critères, ils sont quand même maintenus. Ouais. Mais c'est ça, en fait, je pense qu'il les fait être aussi solides, en fait. Bah, même Chanel, je sais que... Je sais pas si c'est au 1er janvier ou bref, il y a un moment de l'année où c'est indiqué, ils augmentent tous leurs sacs, enfin, pas tous, mais certains sacs, je crois, de tant de pourcents, en fait. Et ils le disent clairement, ils s'en fichent. Parce qu'ils veulent que ça reste inaccessible, enfin, pas à tout le monde. Mais parce qu'ils savent de toute façon que même en les augmentant, il y aura quand même de la clientèle. Exactement. Et cette clientèle-là que eux veulent. Que cible, oui. Bien sûr, parce qu'en plus, même pour le client lui-même, ça le fait sentir encore plus exclusif. Et on sait que l'humain est rempli d'ego et que du coup, en fait, on a besoin de se sentir boosté. Et si moi, je peux l'avoir et il n'y a pas les autres, bah, exactement. C'est destiné. Donc, c'est dans les deux sens, en fait. Mais forcément, ils peuvent augmenter, qu'ils savent qu'ils auront toujours quand même. Mais bien sûr. Ouais. Tout à l'heure, on parlait des événements de mode qu'il pouvait y avoir, notamment les tapis rouges. Tu disais qu'il y avait les Golden Globes il n'y a pas très longtemps. Pour toi, quelle a été ton expérience la plus marquante lors d'un événement ? Que ce soit dans ta maison de luxe actuelle ou en général. Alors, je dirais que c'était l'année dernière, au mois de mai, Festival de Cannes, Caprice de Star. On est resté littéralement, enfin une équipe est restée 3 heures devant la porte à attendre que la personne ouvre la porte pour pouvoir essayer la robe qu'on lui avait fait, qu'elle avait déjà changé 2 fois d'avis, qu'on avait recommencé déjà 2 fois. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait juste pas sortir, genre elle est restée 3 heures derrière, elle voulait pas sortir. Ben, je sais pas, moi je n'y étais pas, mais je pense qu'elle se préparait ou j'en sais rien. Prenez ça live quoi. Et donc je crois qu'à minuit l'équipe est rentrée dans sa chambre et au final sur le tapis rouge elle a pas porté notre modèle. Arrête de mentir. Ah non, je te jure. Ouais, donc ça m'a quand même assez marqué. Je me suis dit, là, ok, d'accord, t'es une personne qui pèse des milliards et forcément, t'as du monde autour de toi, tu vois. Mais là, ça va au-delà de ça. Je pense que c'est du respect. C'est l'éducation et le respect qui manque. Ah oui, là, c'est de la considération même des humains qui sont derrière ta porte. Ton travail, en fait, ils sont en train d'attendre. qu'on a passé des nuits sur ton modèle. Wow. Et vous en avez fait quoi du coup du modèle ? Dans ces cas-là, il est donné au studio et ça va être peut-être donné à une autre personne. Ils vont essayer de le replacer sur une autre star. Ouais. Mais comment ils le replacent sur une autre star alors que c'est pas les mêmes mesures ? On retouche.
Ah, donc Si en fait, c'est dans tous les cas, en fait, il y a des conséquences sur vous, si vous êtes obligé de ouais, bah, si retaper c'est dessus. une personne qui fait à peu près un 36, on va reposer à peu près une 36. Enfin, on voit les corps, plus ou moins de Oui, oui, oui. poitrine, plus ou moins de forme. Ou bien, enfin, là, exactement pour cette modèle, on l'avait reproposé, mais ça peut être sinon gardé pour être proposé à notre événement, à cette star. C'est énorme. Pour au final, qu'elle ne la porte même pas en Mm. plus. Ah, ok. Et c'était qui? Je bip. Mais non. Du coup, récemment, tu t'es occupée de la Fashion Week? Alors, comme je suis pour les VIP, on ne fait pas la collection, on ne travaille pas sur la collection, mais on travaille sur les personnes qui sont invitées au défilé et qui sont habillées forcément pour venir assister au défilé. Donc ceux qui sont dans le public. Exactement. Toutes les stars qui sont connues, on va dire, on les habille. Hmm. Et donc, c'est nous qui allons faire un essayage avec cette VIP et prendre les retouches s'il y en a, les retoucher dans notre atelier et lui renvoyer les pièces. Et est-ce que, du coup, les Fashion Week, pour toi, ça fait... Enfin, est-ce qu'elles font toutes rêver ou est-ce que ça fait rêver ou est-ce que... C'est un accomplissement quand même. Ouais. Pour avoir travaillé à la collection, tu vois tes pièces que tu as galéré, que tu as mis au point. Donc oui, c'est pour vous, public, ça fait rêver parce que tu dis, waouh, c'est belle collection, c'est beau, comment on appelle ça, cadre, enfin, belle mise en scène, voilà. Mais pour les personnes qui le voient Mais oui, défiler c'est la aussi, c'est fierté. aussi un rêve parce que tu te dis, ouais, j'ai travaillé sur cette pièce. Enfin, Et pas pour rien, c'est un quoi. accomplissement. Ça sort bien, Ouais. etc. Est-ce que tu es au courant des galères de dernière minute qu'il y a pu avoir sur des Fashion Week, notamment avec ta maison de luxe, genre, je sais pas, le vêtement qui pète juste avant de... J'en sais rien, enfin, des boulettes, quoi. Alors, chaque vêtement est essayé en amont et attribué à un mannequin bien avant le défilé. Donc Mm. déjà ça, on attribue en fonction des tailles et on fait des retouches déjà en amont. Forcément, il y a des zips qui pètent. Des fois, il faut remonter avec une épingle à nourrice ou quelque chose comme ça. Des fois, il y a les chaussures qui sont trop grandes. Il faut mettre du papier au fond. Oui, oui, ça existe. Mais enfin, j'ai travaillé que sur 2 défilés, donc je sais pas trop, j'ai pas trop d'anecdotes. Mais en tout cas, dans le même registre un petit peu, c'est aussi pour vous dire que des fois, certaines maisons, les directeurs artistiques, ils font refaire la collection en moins de 48 heures. Ça peut arriver. Moins de 48 heures? Là, la Fashion Week, elle commence la semaine prochaine, je crois. Ok. Femme. Je sais que j'ai des amis aussi qui travaillent dans notre maison. Enfin, il y a des directeurs artistiques qui disent ah, bah, finalement, ça me plaît pas trop. Donc, c'est travailler, on va dire, une semaine non-stop à refaire beaucoup de pièces, ouais. Il y a les caprices de stars, mais il y a aussi les caprices de directeurs Directeur artistiques. Mais c'est pour ça que tu m'étonnes que quand tu la regardes, la Fashion Week, Ah après, ouais. t'es tout contente et tout Et fière. surtout, t'es soulagée. Tu te Ouais. dis, allez, c'est bon. C'est fini. Allez, on passe au suivant. Dans 6 mois, ça recommence. Putain, mais oui, parce que vous devez avoir enfin, vous devez vraiment avoir une charge de stress énorme par Ouais. rapport parce qu'en fait, tout est, entre guillemets, tout est chronométré. Oui, oui, oui. Bah, c'est sûr. Après, les équipes, ça dépend des maisons, mais certaines vont travailler sur les pièces commerciales et d'autres que sur les défilés. D'autres, des fois, c'est séparé. Mais c'est pas les mêmes stress parce qu'on a chacun un calendrier à respecter. Oui. Mais c'est vrai que voir défiler ces pièces, c'est Ouais. quand même... C'est soit tu les vois en boutique, soit tu les vois défiler. C'est au choix. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même un accomplissement, donc il y a quand même la notion Ouais. de petite étoile dans les fierté, yeux quand même. yes. Bah ouais, tu m'étonnes, hein, toutes ces heures de travail, au final, tu vois ton travail. Mm. Ouais, je comprends l'accomplissement. Est-ce que ces événements, bah, notamment la Fashion Week, je continue dessus, ils sont encore authentiques? Parce qu'il y a un moment où c'était vraiment... Pour moi, c'est... Avec toute cette mise en scène, ça peut pas l'être authentique. Hmm. Parce que je trouve que c'est tellement scénarisé et il y a tellement d'argent derrière que je me dis c'est pas authentique, au contraire, c'est C'est ça. que de la mise en scène. Donc c'est authentique parce que bien sûr il y a des événements en plein défilé, la robe elle s'est déchirée. Enfin, je sais que le dernier défilé Saint-Laurent ils avaient eu ce problème-là. Une robe, ils avaient fait des robes très longues et il y avait beaucoup de volants sur le bas, un tissu très très délicat.
le bas de la robe s'était déchiré. Ça arrive, donc forcément, c'est authentique, c'est en direct, il n'y a pas de Voilà, non, replay, mais il n'y a pas en de fait, cut. il y a les trucs, enfin, les événements naturels, on va dire. Bien sûr, Parce ça, oui. que on est humain, mais Ouais. il y a beaucoup, beaucoup d'artifices en fait qui sont Oui, oui, derrière et oui, qui c'est ça. dénaturent le truc. C'est Alors que, qu'à la base, il y avait beaucoup de défilés, ouais, enfin, c'était juste du dans des défilé, quoi. salons, avant, Saint-Laurent, Gabrielle Coco Chanel, c'était dans leur salon, dans leurs ateliers, je me rappelle, enfin, c'était dans leurs escaliers, il y avait quelques personnes, enfin, là, Et là, c'était authentique, là. ouais. Mais maintenant, c'est une mise en scène avec des millions, je sais pas exactement combien ça coûte, mais Ouais, c'est vraiment devenu des événements là, qui c'est sont vraiment des... habillés en fait. Ouais, Non ouais, seulement clairement. les gens s'habillent, mais en fait, Ouais. ah ouais, du coup, ouais, je comprends, c'est plus authentique. Bah, c'est vrai que, bah, en fait, c'est à la hauteur de ce qu'on vit de toute façon au quotidien. C'est Il y a pas- scénarisé. ouais, c'est ça. Ouais, Il y a ouais. tout qui est scénarisé, comme sur les réseaux sociaux. Mm, Donc, mm, il y a vraiment. Et puis, maintenant, je crois que c'est ça que j'avais entendu. Je crois que maintenant, au premier rang, de toute façon, c'est les influenceurs, un truc comme ça. Oui, oui, Parce que bah, c'est ceux qui font la pub. Donc, en fait, exactement, maintenant, c'est oui. destiné à promouvoir plus que montrer l'authenticité du produit. Bah, tu Parce te que dis, ah, il y a cette personne à ce défilé-là. Ouais, ça, les gens se rendent pas. En fait, je pense que. Moi, je me rends compte parce que, du coup, j'ai travaillé dedans, enfin, pas dans le luxe, mais dans la mode. Mais les gens, le public basique, ceux qui s'intéressent pas un minimum à la mode, ils se rendent pas compte de ce que c'est et puis du montage que ce modèle il a et tout, et à quel point c'est incroyable et c'est pour ça que c'est aussi authentique. Ouais. Parce qu'en fait, bah, tu vas et en fait, tu y vas parce que bah, je vais à la Fashion Week. Ok, bah, ça fait l'image quoi Ouais, aussi. ouais, Bah, ouais, c'est clair. ça change tout. Donc, ouais. Pour toi, qui du coup habite à Paris et travaille à Paris, c'est quoi enfin, quelle est la ville pour toi qui représente le plus le luxe entre Paris, Milan et New York? Bah, Paris. C'est des styles complètement différents, londonien, new-yorkais, à Milan, milanais, je sais pas si on dit ça, Oui, mais Milanais, je crois. milanais. Et parisien, c'est des styles complètement différents, mais personnellement, je préfère la mode parisienne. C'est beau, pour moi, c'est plus élégant. Mais de toute façon, c'est là où c'est né. Oui. Donc après, enfin, ça peut être très beau ailleurs, mais C'est un en autre réalité, style. le luxe, bah, quoique, je pense que par exemple l'Italie, en termes de luxe, ils sont pas mal, mais dans les savoir-faire, parce qu'ils sont très manuels Ouais, en ouais, Italie. il y a Mais encore beaucoup d'usines là-bas. Il y a des maisons de couture, mais il y a beaucoup d'usines. Ils ont un savoir-faire encore incroyable en Italie. Ah oui, pour les chaussures, la maroquinerie, tout Tout. ça, c'est Le incroyable. tailleur, le flou, les chemises, les chaussures, la maroquinerie, ouais, Mais tout de même, en France, quand même, enfin, je pense que c'est comme partout, là où est né le domaine, c'est là où il sera le mieux, En fait, c'est qu'en je pense, Italie, soigné. c'est des usines quand même. Donc, c'est des pièces à la chaîne, c'est pas trop de pièces à... En tout cas, de ce que j'ai vu, je peux pas dire plus, mais c'est pas forcément des pièces faites à la main. Je sais que Hermès, tout ce qui est les sacs, bah, les coutures sont à la main, donc du coup, c'est fait en France. Ouais. C'est pas fait en Italie. Mais c'est un peu comme l'exemple d'Hermès qu'on disait tout à l'heure. En fait, ça fait tellement partie de notre patrimoine Ouais, clairement. qu'on le chouchoute aussi. Mm, Enfin, mm, mm. je sais pas si on le chouchoute toujours de la bonne manière, mais c'est sûr Non. que... Ouais. Non, parce que ça se perd. Il y a très peu Mm. de personnes qui veulent faire ça. Ouais. C'est peu connu. Il y a peu d'écoles qui l'enseignent. Ben, d'ailleurs, Hermès a sa propre école pour former leurs futurs employés, en Ok. fait. Donc, je sais pas exactement si c'est en alternance, si c'est un CAP, il faudrait se renseigner sur ça. Mais Hermès a sa propre école et te forme pour Oui, parce être employé. Ils ressentent le manque de... Clairement. Toutes les personnes. maisons, partout où je suis entrée en poste, ils m'ont dit, mais on galère à trouver de la main-d'œuvre. Ouais, je comprends. De la main-d'œuvre qualifiée, c'est Oui, c'est compliqué. ça, qualifié aussi, parce C'est qu'il compliqué. y en a aussi qui, beaucoup, comme on disait tout à l'heure, en rêve, mais finalement sont très déçus ou s'attendent pas parce qu'ils connaissent pas la réalité, en fait, parce que aussi c'est beaucoup d'investissement de soi, manuel, de connaissances, de techniques, en fait. Ben, Donc, c'est ça, en fait, c'est que le problème, c'est qu'il faut se diriger dès le bac ou bien faire une école privée après quand tu es plus grand. Mais la plupart vont faire un parcours général, commerce, oui. jusqu'au BTS, jusqu'à la licence. Mais quand tu arrives dans une maison de couture, tes trucs de commerce, ils vont te servir à rien. Mais d'ailleurs, toutes les personnes qui venaient en passerelle chez nous, ou que ce soit au lycée, en plein milieu du lycée ou en BTS, ils abandonnaient quasi C'est direct. À part, j'ai pas d'exemple précis, mais ceux qui étaient vraiment passionnés, qui faisaient vraiment des recherches et qui étaient passionnés Oui, de base, ils bien restaient sûr. parce qu'ils savent que
voilà, en fait, tout n'est pas tout beau tout rose comme on peut Non, non, l'imaginer. clairement. Donc forcément, mais c'est vrai il faut énormément se renseigner déjà. Mais c'est important que tu le dises, qu'il y ait une école Je proposée crois par que Hermès parce que... Saint-Laurent aussi, il faut, je sais pas si Chanel, je crois que Chanel aussi, je sais pas. Mais je pense qu'elles vont aller de plus en plus vers ça, en fait. Former directement Bah oui. leurs employés parce Et parce que tu que, sais qui tu formes et comment tu les formes. Et en ouais, fait, on va dire, tu les moules à ce que tu tu les désires. façonnes à ta Bah oui, c'est ça. façon, ouais. C'est ça, c'est un gain de temps pour eux. Parce Ouais. que quand tu es en alternance, enfin voilà, les coûts sont pas les mêmes pour l'entreprise. Donc, ils sont gagnants. Tu arrives sur le marché, après, tu es performant directement. Mais grave, et puis la personne qui apprend, enfin l'apprenti, il est tout autant gagnant parce que Exact. il apprend Des meilleurs. Un des- savoir-faire qui est carrément. français, qui est juste en train de se perdre et qui est Et puis tu dommage. fais perdurer une histoire aussi. Ça, Ouais, enfin, c'est un poids sur les épaules, mais si tu es vraiment passionné, tu peux te dire que tu es investi dans le fait de faire avancer et de faire perdurer cette histoire Mm. et ce savoir-faire. C'est hyper Ouais. important. Qu'est-ce que ça demande vraiment de travailler dans le monde du luxe, dans l'investissement de soi ou du moral Alors, c'est des sacrifices au début. Il faut, je pense, accepter quand même de certaines concessions. Par exemple, je sais que j'ai mis de côté un petit peu ma vie sociale au début parce que tu vas faire quand même pas mal d'heures. Il faut accepter, tu es jeune, t'as pas d'enfant, t'as pas de charge ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est essentiel que tu sois conscient que tu vas devoir faire des heures. Parce que si tu n'acceptes pas, tu vas pas progresser. Pour moi, c'est dans ce sens-là. C'est pas être, entre guillemets, esclave. Pour moi, c'est pas du tout dans ce sens-là d'accepter de faire des heures. Au contraire, c'est tu restes pour te former. Au Mm. début, tu sors d'école, t'es pas performant pour l'entreprise. Tu as tellement de choses à apprendre. Même si tu as un master, t'es pas efficace pour l'entreprise. Donc, tu dois rester, tu dois te former, tu dois faire des heures, tu dois travailler les week-ends pour eux. Bien sûr, dans la limite du raisonnable. Un téléphone pro, je vais pas être tout le temps à regarder mes mails quand je suis chez moi. Non, je te demande pas ça. Mais par contre, je sais que j'ai un envoi où j'attends un colis qui doit arriver d'Italie ou je sais pas quoi, que je dois faire dédouaner. Bien sûr, je vais avoir mon téléphone pas loin Mm. pour débloquer la situation. C'est pas lundi en arrivant au travail, quand tout le monde va me tomber dessus, il est où le colis? Ben, ça Mm. sera trop tard. Oui, d'accord, c'est 5 minutes dans ton week-end, 10 minutes, tu dois gérer un truc, mais c'est pas grand-chose. Ouais, il faut être rigoureux, quoi. Il faut savoir qu'en fait, il y a quand même, euh, surtout dans l'apprentissage, qu'il faut être enfin, vraiment... Après, forcément, je, j'ai déjà des responsabilités. Dès que j'ai commencé chef de produit, tu es responsable de tout. Donc, en soi, si tu as un autre poste, que tu es derrière la machine, tu rentres chez toi, tu n'y penses plus, forcément. Tu Bah oui, parce que tu peux pas le faire. n'as pas de téléphone pro, tout ça. Enfin, ok, ça dépend des postes. Oui, voilà, mais ton métier à toi, en tout Pour cas, en moi, tant que pour chef ma de produit, part, ça implique ça. ça a impliqué que je me concentre, on va dire, sur mon travail plutôt que privilégier une sortie ou un truc comme ça. Ça m'a pas dérangé et je ne regrette en aucun cas. Mentalement, j'ai fait une erreur pendant la première année où j'ai travaillé full dans la maison où je suis. J'ai arrêté le sport et je suis en train de reprendre, là ça fait à peu près 6 mois et c'est trop important. De te vider, pour moi c'est trop important. Le Ouais. sport c'est la meilleure, tu bouges ton corps. Quand tu es au bureau, que tu es statique, que tu bouges pas de toute la journée, te vider l'esprit et après tu repars vraiment bien efficace pour la journée d'après. Donc ça, c'est un sacrifice que j'avais fait de me dire, j'ai pas le temps de faire du sport, mais ça, je pense qu'il faut pas passer sur ce sacrifice. Ouais, parce que tu t'accumules tout plein de tensions par Tu rapport à penses ce qu'à ça? que... Ouais, Tu penses qu'à ce ouais. travail sinon? Ouais, c'est bien Après, de ça pouvoir dépend des vider. personnes. Oui, bien évidemment, il y en a qui ont d'autres exutoires, mais c'est vrai que... Et le sacrifice de la famille, bien évidemment, que je Mm. suis partie loin de ma famille, ça, c'est un énorme sacrifice que j'ai fait et que Ouais. je pense que tout le monde n'est pas capable de faire et je le comprends entièrement. Mais c'est bien que tu le dises du fait qu'il y ait beaucoup d'investissement. Je pense que dans tous les domaines, en réalité, quand tu vas Bien sûr. apprendre, il y a un temps d'apprentissage et voilà. Mais si c'est vraiment ta passion, ben, il faut que tu saches que aussi il y a, il y a Les un poids dans la balance concessions de à faire, des en fait. deux côtés, quoi. Mm, Bah oui, mm. bien sûr. Mm, mm, mm. Bien sûr, parce que de Après, toute ça façon- paye Voilà, c'est ça. ou pas si t'as fait mal fait. Mais si tu Ouais. t'en... Ou différemment, parce Oui. qu'en fait, tu te rends compte que bah, finalement, c'est pas ça que tu veux faire, Oui, c'est ça. pour ma part. C'est pas perdu, dans tous les cas, t'as appris et ça pourra te servir. Ouais, c'est ça.
Non, en fait, tant que t'en souffres pas, Non, oui. enfin, de ce que tu fais et que tu te dis pas, putain, pourquoi j'ai fait tout ça, ça sert à rien, bah, au final, tu te dis bah, que tu veux changer de voie, voilà, mais c'est vrai qu'il faut pas souffrir, mais je pense que c'est important que tu notifies tout l'investissement qu'il y a de soi, parce que c'est pas juste tout beau, tout rose, que du luxe, que du défilé, Non. que ci, que ça, Ouais. il y a beaucoup quand même de soi à mettre dedans, quoi, pour que tout fonctionne aussi bien et qu'il y ait une si belle image qu'on voit Mm. sur les réseaux sociaux ou partout, en fait, c'est qu'il y a vraiment de l'implication des personnes, notamment des chefs de produits, des petites mains, de tous les gens qui travaillent Ouais. autour Des vêtements. des vêtements. Pour toi, pour rentrer dans le luxe, est-ce qu'il faut correspondre à certains standards ou alors s'y adapter? Non. 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 Non, tu viens comme t'es, t'as pas besoin de te... Après, je suis pas responsable, je recrute pas, je peux pas savoir si les maisons te donnent des critères avant de sélectionner les personnes. Pour moi, dans les maisons où je suis allée, il y a de tout âge, du plus jeune, souvent moi, Mhm. d'un plus jeune au plus âgé qui en a 75. Enfin, il y a de tout âge, de tout horizon, de toutes les personnes dans tout le monde. Tu peux parler anglais, tu peux parler italien, tu peux parler des pays de l'Est. Il y a de toutes les personnes, de tous les horizons. Et je trouve que c'est hyper important parce que chacun a son savoir-faire, chacun a ses habitudes. Il faut travailler en équipe, il faut cautionner, il faut respecter tout le monde. Et c'est un apprentissage énorme. Donc je pense qu'il ne faut pas que tu changes. Il faut que, bien sûr, il y a des qualités, des caractéristiques, forcément, être rigoureux, être Bien sûr. patient, être passionné par la mode, savoir ce que tu fais, bien évidemment. Mais ça, c'est, on va dire, plutôt de l'apprentissage. Mais sinon, il n'y a pas de standard attendu dans la mode. Ouais, parce qu'on aurait tendance quand même à penser qu'il faut peut-être avoir un certain pouvoir d'achat, même pour pouvoir rentrer dans le luxe, tu vois. Non, 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 Donc, non. c'est bien que tu le notifies. C'est vraiment pour ceux qui seraient passionnés par le luxe ou la mode, qui n'hésitent pas du tout à se lancer. Je pense que Tout le monde a ses chances. de toute façon, tu portes pas l'image de la marque sur toi. Tu l'aides, enfin, Oui. t'accompagnes à ce que tout aille bien. Mais en réalité, Après, bien sûr, il y a des jours où j'ai envie de venir en pyjama, hein, mais ouais, je ça me va. rappelle dans ma tête que je peux pas. Voilà, t'as quand même de toute façon, je pense que c'est dans le minimum dans le monde professionnel. Il faut Bien quand même sûr. être habillé correctement, enfin, dans les codes Convenablement, enfin, on ne demande pas non plus le tailleur tous les jours, mais un pantalon droit, un jean, pas des chaussures plein de terre, Oui, ça, c'est c'est la la base, quoi. normalité, Oui, quoi. oui, c'est la base. Comme tirer à l'école. Voilà, enfin, quand tu Enfin, il y sors en de a chez qui y toi. vont en pyjama, mais bon. Oui, oui, bon, c'est vrai. Mais en principe, comment tu sors de chez toi quand on t'a appris? Toi, Cécilia, est-ce que tu as déjà ressenti une pression liée à ton image? Non, je réfléchis bien, non, je me suis jamais sentie mal à l'aise par rapport à quoi que ce soit, ni que ce soit mon style vestimentaire, mon physique, ma couleur de peau. Je n'ai jamais ressenti de pression au niveau des recruteurs ou Donc, de des la pression collègues. extérieure, t'as jamais ressenti, mais de la pression de toi à toi, De moi à moi? Ah oui, bon, ça. liée à ton image, je veux dire, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça, pour pouvoir rentrer là-dedans. Tu vois, parce qu'on disait qu'il n'y avait pas besoin forcément de correspondre à des standards, hmm, si ce n'est juste d'être le minimum présentable. présentable. Mais toi, par rapport à la pression que je sais que tu peux te mettre, euh, enfin, quelle est la pression, toi, que tu as pu te mettre? Dans quel domaine? Si tu dis que tu peux pas rentrer dans cette maison si t'es comme ça, par rapport à ta rigueur, par rapport Hmm. à... Ben, alors, moi, c'est plutôt une très grosse pression que je me suis mise dans les études. Hmm. Mais pour rentrer dans les maisons, une fois que j'ai eu mon stage, je me suis dit, OK, en fait, c'est possible. Donc, je me mets la pression, je garde ce rythme-là, toujours, toujours constamment apprendre. Oui, je me rappelle qu'il y avait quand même il y a eu un truc de relâchement. Ouais, Enfin, pas de relâchement où en mode tu faisais n'importe quoi, mais détendu un peu. mais en fait, tu te dis, c'est Je me rappelle possible. très bien. Ouais, je me rappelle C'est très bien. possible. Du coup, OK, ça t'ouvre. En fait, quand t'as personne autour de toi qui travaille dans le luxe, tu te dis, mais c'est si inaccessible que ça ou c'est Hmm. possible? Là, quand j'ai décroché ça, je me suis dit, OK, là, tu continues, tu es sur la bonne lancée, tu continues, tu persévères, tu lâches pas, tu te développes sans cesse. Là, je sais que, OK, j'ai ce poste-là, mais je me dis, comment je peux évoluer, comment... Après, ça, c'est dans la personne. Il y en a qui peuvent se reposer, se dire, OK, j'ai ce poste-là, je suis très bien, je vais rester 10 ans là, tu vois.
Mais là, je me dis, OK, bon, je vais apprendre l'italien parce que ça peut me servir, ça peut me différencier. Donc, il faut réfléchir sans cesse. Et oui, je me mets la Oui, pression. t'as la pression de l'évolution, en fait, constante. Exactement. Pour dire, moi, je t'ai rencontré, tu t'habillais déjà bien, parce que de toute façon, tu étais hyper passionnée par ce que représentait le vêtement en soi. Mais est-ce que toi, du coup, tu te dis, putain, non, mais en fait, comme je travaille là, en fait, il faut quand même que je sois un minimum. Genre, c'est un critère en plus, en fait, dans ta tête où tu te dis, non, mais je peux pas, de toute façon. En fait, je pense que aussi ça vient avec l'âge parce que jusqu'à maintenant, ça me dérangeait pas de porter des baskets, des jeans et des sweats. C'est vrai que ça fait un moment que je te vois plus avec des baskets. En fait, je pense que ça vient avec l'âge et à force de... Parce que dans l'atelier où je suis... Des baskets. Non, mais dans l'atelier où je suis, tu vois, il y a plein de personnes qui... Enfin, elles sont pas en tailleur et elles sont pas en escarpin, tu vois. C'est pas la finance non plus. Ouais. Donc, il n'y a pas du tout de critères par rapport à ça. Je ne me mets pas par rapport de pression par rapport aux autres. Mais moi, personnellement, je pense que je suis en train de changer de style et de devenir encore plus classique et petite bottine, petite mule. Ouais, en fait, c'est pas une pression, C'est c'est plutôt une une influence, évolution. du coup. Enfin, ouais, une évolution. Ouais, donc la pression de l'évolution. Pour terminer un petit peu, quels sont tes projets futurs? Parce que tu parlais d'une constante évolution et que maintenant que tu es chef de produit, même tu te vois plus loin. Est-ce que tu te vois toujours dans la mode dans quelques années? Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que... Pendant un moment, quand j'ai atteint ce stade chef de produit, je me suis dit, OK, je voudrais être directrice de collection, donc un step bien au-dessus. Aujourd'hui, je me demande si c'est toujours ce que je veux parce que déjà, à mon niveau, je sais que c'est beaucoup de stress, d'investissement personnel. C'est encore plus que maintenant parce que tu tiens beaucoup plus de choses sur tes épaules. C'est ça, mais c'est surtout que tu penses constamment. Je suis quelqu'un qui aime quand c'est bien fait, carré. Et en fait, je me dis, mais une directrice de collection, en fait, elle ne doit pas dormir de la nuit. Donc ça fait rêver parce que forcément, c'est tout géré et j'adore ça. Mais peut-être que j'y arriverai et je me dirai, OK, c'est atteint, je le fais quelques années et j'arrête. Ou peut-être que je serai épuisée avant. Mais dans tous les cas, je ne me vois pas travailler autre part, dans un autre secteur. Pour l'instant, aujourd'hui, je me dis, il n'y a aucun autre métier qui me donne envie dans la mode. Dans le autre milieu que la mode. J'aimerais beaucoup rentrer dans le sud, proche de mes parents, avec un autre cadre de vie. Je pense que aussi, ce qui joue, c'est beaucoup... il y a de la pression par rapport à où on vit, en fait. La ville dans laquelle on vit, elle est pressurisante de ouf. Genre. Ouais, mais bon, là, du coup, c'est pas possible avec... en voulant... avoir le luxe et le cadre de vie, c'est pas compatible pour l'instant, donc je n'ai pas encore trouvé la solution au problème. Peut-être partir à l'étranger et je pourrais avoir ces deux cadres, mais rien n'est défini dans ma tête pour l'instant. Ouais, tout est un peu en plan de mouvement, mais... ouais, j'ai une constante évolution, mais il y a des petits objectifs en cours, on verra après. Et est-ce que tu voudrais créer du coup ta propre marque et ta propre marque de luxe potentiellement? Parce que du coup, si tu prévois de faire tout ça et que tu prévois d'allier tout ça, ça pourrait être une solution du coup de créer ta propre marque. C'est vrai, mais personnellement, je suis quelqu'un qui préfère... je vais plutôt chercher d'autres sources de revenus en plus de mon emploi actuel. Quitte à ce que ces revenus externes me remplacent mon salaire à terme et après peut-être développer ma marque. Ouais, tu as besoin qu'il y ait quand même un déclenchement de revenus qui soit fixe et sûr. Ouais. Et comme ça, c'est déjà une charge mentale en moins et pouvoir te lancer à fond. Parce que c'est vrai que Cécilia, quand elle se lance dans quelque chose, c'est vraiment 100%, genre à fond. Donc je pense que en fait, c'est que je me dis, j'ai pas envie de créer une marque et de devoir survivre et de devoir subir. Donc, et j'ai envie de proposer des choses. Bien sûr, j'ai plein d'idées en tête et je sais très bien ce que je voudrais faire. Mais j'ai envie que ça soit quelque chose d'accessible et de juste. Ce que je n'arrive pas à trouver moi, j'aimerais le proposer. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai bien sûr faire des bénéfices pour faire tourner l'entreprise, mais c'est pas une intention de faire de la fast fashion ras les pâquerettes
et proposer un prix là pour avoir une image et une com qui fait vendre. Ouais, c'est proposer des solutions comme ce que, en fait, Exactement, ce qui tu me manque disais tout à aujourd'hui. l'heure, par exemple, le premium. Exact. Donc ça serait pas, au début, ça serait peut-être pas rentable, tout ça. Donc, Ouais, du fait que tu veux quand même que ce soit léger, voilà. être investi 100%, mais quand même qu'il y ait l'argent qui rentre et Ouais. pouvoir avoir quand même. Ouais, ça se comprend. Et donc, être employé et en plus faire sa marque à 100%, je n'y arriverai pas, je pense. On a tous 24 heures dans une journée, je pense que c'est pas possible. Je pense que ça demande toute l'énergie possible. Donc, je préfère avoir un revenu passif qui tourne à côté et qui m'assure ma sécurité financière et ensuite développer ma marque. Donc, potentiellement, à venir dans les années futures, À la suivre. marque de Cécilia. Mais du coup, ce que tu disais par rapport à. Enfin, quand même que tu es quand même assez aligné avec ce que tu désirais à la base des bases par rapport à ta volonté d'être dans la mode. Est-ce que ton ambition maintenant, elle a changé? Enfin, tu me disais que potentiellement, tu voudrais être directrice de collection. Ouais. C'est ça mais est-ce que tu as... Au début, quand j'ai commencé dans la mode, je ne connaissais pas ce poste. Je voulais faire styliste comme la première chose qu'on entend quand on va chez la conseillère d'orientation. Elle nous dit, ok, faites styliste. Mais sauf qu'à part les écoles qui coûtent la peau du... il n'y a pas d'école qui forme pour le stylisme. Enfin, les écoles publiques que nous, on a fait par exemple pour le lycée, disaient tu peux pas être styliste si tu n'as pas des bases de modélisme. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, si vous voulez être styliste, faites d'abord du modélisme parce qu'il y a trop besoin de bases. Ouais, savoir comment est construit un vêtement. Très important. Ouais, donc pardon, je t'ai coupé, mais... Donc du coup, mon métier a évolué avec le temps. De styliste, je passe à chef de produit. Maintenant, chef de produit, je l'ai atteint, je voudrais faire directrice de collection. Peut-être qu'entre-temps, je changerai d'idée. Les métiers de chef de produit d'une maison à l'autre, c'est très variable. Des fois, il va faire beaucoup de prix, des fois, il va faire beaucoup de développement, tout ça. Donc, changer de maison déjà pour voir autre chose. Après, peut-être évoluer responsable des chefs de produit, petit à petit. Et après, on arrivera peut-être directrice de collection. Mais... Ouais, tu as quand même ce petit point-là qui est présent de directrice de collection, mais tu n'es pas fermée. Et puis, j'ai l'impression que quand même, ton ambition, en fait, elle s'aligne au fur et à mesure avec... ça restera toujours dans la mode en principe. Ouais. Mais c'est vraiment, tu fais avec ce qui vient et selon comment... Les opportunités, tout ça. Parce que là, vraiment, mon gros objectif de jeune fille a été réalisé. Et après, on verra qu'est-ce que l'avenir me réserve sans mettre trop de pression. Du coup, moi, j'ai une dernière question. C'est la question spéciale de l'invité, qui est en rapport avec ce que tu as dit tout au long. Du coup, vu que tu as réalisé ton rêve de petite fille, est-ce que c'est encore possible d'avoir d'autres rêves et est-ce que c'est pas... tu te sens pas, éteinte d'avoir réalisé ton rêve? Est-ce que tu le vis pleinement ou est-ce que maintenant qu'il est coché... Je pense que ça dépend des caractères, mais pour ma part, j'avais ce rêve. Mais j'en ai encore plein d'autres à accomplir, que ça soit du coup en dehors du professionnel, parce que forcément, professionnellement, j'avais celui-là, j'en ai encore d'autres aussi, mais pas du coup en tant qu'employé. Il y a d'autres objectifs professionnels en dehors de ça, mais il y a personnel, il y a famille, il y a voyage, et je pense que c'est important de vivre avec des rêves et des objectifs pour pouvoir avancer et se sentir stimulé constamment et être fier de soi. C'est important. Et pour le dernier petit mot que tu aurais à dire pour clôturer ce podcast, qu'est-ce que tu dirais? C'est exactement ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais petite. C'est de suivre sa petite voix dans sa tête. Si quand tu étais petite, tu rêvais de faire, j'en sais rien, fleuriste et qu'on te dit, mais en fait, c'est pas un métier. Parce que oui, moi, c'est un métier qui fait rêver quand même beaucoup de personnes, le luxe. Donc on peut dire c'est facile, c'était un rêve. Voilà. Même la mode en général. Voilà. Tout ce qu'on mais entend. Si toi, ton rêve, c'est de faire fleuriste et que les autres en autour, ils te disent, mais attends, mais t'es capable de mieux. Mais tu sais, tu peux faire fleuriste et inventer un concept. Il faut le faire mûrir avec le temps. Il faut pas prendre la chose à la base et juste se laisser aller. Ça dépend des caractères. Mais je pense que
que tu vis mieux quand tu as des objectifs et quand tu dans ta confiance en soi aussi. C'est hyper important d'accomplir des choses et d'avancer sans cesse. Bah, c'est un peu aligné avec tout ce que tu disais, quand même, c'est revenu plusieurs fois. C'est vraiment de l'évolution constante, en fait. C'est même si c'est ton rêve de base, en fait, fais-le évoluer. Ouais. Si tu es fleuriste, fais encore plus fleurir tes idées. Mais toujours écoute-toi. Et je crois que, en fait, ce que je vais te dire, c'est un peu en accord avec tout ce que tu dis depuis le départ. C'est qu'en fait, faut être heureux. Ouais. Enfin, tu es quand même Exactement. heureuse, en fait. Tu es alignée avec ce que tu fais. C'est pour Exactement. ça que tu sais que tu réussis, en tout cas à l'instant T actuellement. C'est pour ça que tu es aussi bien, que tu te dis que tu as réussi ton rêve. C'est parce que en fait, tu as rendu heureuse, je suppose, la petite Cécilia. Mais aussi parce que en fait, toi-même, là, aujourd'hui, tu te donnes les moyens, comme tu as dit, et que tu évolues et que c'est pas juste terne et stagnant. Bah, tu choisis ta vie, en fait. Il n'y a personne qui peut te l'imposer. Il y a des milliards de métiers, des milliards de possibilités. Même si tu as 50 ans et que tu rêves de faire autre chose, mais fonce, ma belle. 1000 fois. Fonce. Mais 1000 fois, carrément. Bon, merci beaucoup, Cécilia. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Ma première invitée. J'espère la première d'une longue série d'autres. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et si vous avez des thèmes à suggérer, c'est avec plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.